C'est le jeu d'Antoine, c'est le jeu d'Antoine. C'est rigolo. Salut et bienvenue dans ce jeu d'Antoine. Un jeu qui a été organisé en 2 minutes la semaine dernière, qu'on n'a pas fait finalement. Oui. Et qui est tout prêt pour ce soir, qu'on n'avait pas dit des sketchs. Hey, qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeu d'Antoine. Voilà, tout simplement. Là, vous allez être à nouveau l'un contre l'autre pour... On gagne quoi déjà dans les jeux d'Antoine? Ah, des diamants. Des muffins de diamants, monsieur. Bien sûr. Hop là, un point pour Alice, non c'est faux. Et donc, dans ce jeu, hop là, où est la caméra? Dans ce jeu, il s'agira d'aller trouver des boîtes de jeux dans la boutique à droite à gauche. J'ai fait 10 photos de détails, d'illustrations sur les boîtes. Okay. Vous avez votre téléphone, j'ai mon téléphone, je vais vous envoyer les photos les unes après les autres. À chaque fois que vous recevez une photo, vous allez fouiller dans la boutique et vous allez devoir revenir montrer le détail de la boîte à la caméra ici, ok? Évidemment, toute violence dans la limite de la loi française est autorisée, mais Bien sûr. à partir du moment où quelqu'un touche une boîte, cette boîte lui est réservée, l'autre joueur n'a plus le droit de toucher cette boîte. Okay. Vous ne pouvez réserver qu'une seule boîte à la fois, donc vous pouvez vous trimballer qu'avec une seule boîte à la fois. Moi, je vais vous suivre, parce que je pense que ça va être rigolo de filmer ça avec mon téléphone personnel éventuellement, je sais pas trop, ou avec la caméra là, on va voir un peu comment ça se passe. C'est pas du tout défini tout ça. Et ensuite, il faudra montrer comme ceci, c'est bon? C'est ok pour les règles? Ok, let's go. Hop, tu vas adorer ça au montage, Alex, mais on va essayer de mettre les images pour les gens qui nous regardent un peu en avance. Vous allez recevoir la première image. Oh! What? Et c'est validé. Attends. Yeah. La violence est acceptée, on a dit. Une deuxième. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, bien joué. C'est un détail sur Century, mais... C'est celle-là. Exactement. Je sais pas si ça se voit à la caméra, oui, non. Ça se voit, c'est parfait. Ok, on enchaîne avec un troisième détail. C'est parti. Alors, c'est où? C'est où sur la boîte ça, Alex? Attends, je te le dis. C'est où sur la boîte? J'ai eu un bug. Je trouve pas, moi, je vois pas. Ça se trouve, c'est pas C'est où sur la boîte, Alex? pas celui-là. Oh non! Ça y est, je l'ai! Pendant ce temps, j'ai trouvé. C'est où? J'ai tout Oui, trouvé, oui. bordel. T'as fait tomber tout le café. Aïe 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 aïe, t'as tout fait tomber, c'est dommage. Tu pourrais ranger, mais c'est peut-être plus intéressant de regarder s'il y a sur ton téléphone, Alex. Alice aussi, regarde sur ton téléphone. J'avais laissé mon téléphone, c'est de la triche. Putain, c'était pas. Si, c'est bon. C'est le détail du chat sur Biomos. J'ai pas du tout compté les points, on les fera au montage. Hein. Hop là. Nouvelle photo. Avec des jolis reflets de mon téléphone. C'est des sauces. Ok, elle est partie à toute vitesse. Elle est partie à toute vitesse. Peut-être que c'était un peu facile. Peut-être que j'aurais dû être plus méchant. Ok, c'est validé. Attention, je vais en envoyer une autre. Ils battent tous partout là. Ok. Moi je l'ai dit parce qu'en fait. Ok, vous êtes très fort, vous m'impressionnez. T'as qu'à courir. Avant-dernière illustration. Comment tu la sens cette avant-dernière illustration, Alex? Je sens plus rien. Il a déjà abandonné. Mais je les connais, après je les vois. Ok, go. Je suis désolé, elle est beaucoup trop facile. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Elle est 1000 fois trop facile. La prochaine fois, ce sera beaucoup plus difficile. C'est pas l'avant-dernière, je dis n'importe quoi, il en reste encore quelques-unes. Okay. J'en ai prévu 10. Pour l'instant, une petite avance d'Alice qui est très réactive. Je suis désolé d'avance pour celle-ci. J'étais sûr que je vais exprès partir. Bien joué. Bon, c'est là. C'est le petit détail de Nekojima qui est sur la couverture, qui n'est pas du tout un petit détail en fait. Je me rends compte qu'en faisant ce jeu, j'ai été trop sympa. J'aurais dû prendre des détails beaucoup plus serrés parce que vous les trouvez de suite. Ça, c'est la vraie avant-dernière. Mais j'ai pas. Hey,
J'aurais repéré entre 1000. Détail de la tranche de Karngi, impressionnant, impressionnant. Ou Karngi, je n'ai jamais vraiment su. Ok, c'est l'ultime. Arrête. Allez, lance. Elle est partie. Elle est là. Où est-elle dans la boutique? C'est quoi? C'est où? Je pensais Ah, ça y est, c'est les boosters d'Orcana. je pensais vous piéger avec l'Orcana. Bah non. Et en fait, pas du tout quoi. Pas l'Orcana. Ok, on n'a pas fait le comptage du score, mais c'est une victoire écrasante d'Alice. Tu gagnes à nouveau un muffin de diamant. C'est la fin du jeu d'Antoine. Et alors qu'Alice est encore en train de ranger le gros bazar qu'a mis Alex, la vidéo commence sans aucune autre forme d'introduction. Alex, tu as la goutte au nez, t'es un peu malade, j'espère que ça va le faire ce soir. Ouais, normalement ça va aller. Ouais. Je t'ai pas dépité par la victoire d'Alice, hein. Pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai que là, j'ai chopé une sorte d'allergie ou autre. Ça fait que j'ai pas mal reniflé, mais normalement ça devrait aller. Et surtout, bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne journée. Ah, quand même, ça aurait été important. dommage. Bah, allez, je vais assez. J'espère que vous allez bien. Il y a très peu de nouveautés, donc normalement la vidéo elle est très courte. Ouais, j'ai foutu le bazar, mais tu pourras ranger, Alice. Focus. N'oublie pas focus. Focus. En fin de vidéo, il y a un focus. Sur quoi? Sur Middle Ages. Voilà, on va faire un focus sur Middle Ages. J'attends. C'est marrant, à chaque fois qu'on cherche une information, on s'adresse à la personne qui est hors champ. C'est clair. Mais tu pourras ranger en même temps, juste. Il m'a échappé des mains, c'était pas volontaire, hein. J'ai rien contre Coffee Rush, absolument pas. On a reçu Carvi. Donc Carvi, c'est un jeu de Torgeir Chong, Moi, je pense que tu t'en es pas mal sorti, Alex. sûrement. J'aime bien quand ils font ce genre de choses. C'est sur certains jeux de chez distribués par Asmodee en tout cas, où on a justement le niveau de difficulté. Il y avait ça sur Paléo. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Ils mettent 120 minutes. Je pense que c'est une demi-heure par joueur en fait. Donc effectivement, à 4 ce sera 120 minutes. Ok. C'est un jeu plutôt destiné pour les joueurs avertis. Hein. C'est vraiment un jeu plutôt dans la catégorie expert. C'est un jeu qui a un très joli matos, c'est très très bien édité. Oh oui. Il y a plein de petites cartes, il y a plein de petites tuiles comme ceci. On a chacun, ça c'est un plateau joueur, donc imaginez à 4 ça prend un peu de place. Là on a un plateau, c'est vraiment le plateau de manche en fait. Et ici on va avoir, ça c'est pas moi qui les ai achetés ou qui les ai rajoutés avec un kit spécial de Kickstarter ou autre, c'est vraiment dans la boîte. Donc ça c'est des petites boîtes de rangement en carton, c'est très pratique, ça évite les petits sachets plastiques mais ça permet de tout ranger avec des icônes qui indiquent qu'est-ce qu'on doit mettre dedans. Donc ça pour le coup c'est vraiment top. Toujours des petits jetons en bois et des petites ressources qui ne sont pas juste des petits cubes mais qui symbolisent bien la ressource en question. C'est un jeu de gestion de ressources, c'est un jeu dont le but va être d'avoir le plus de points de victoire. Et il y a une mécanique très simple qu'on a retrouvée dans beaucoup de jeux comme dans Patchwork ou dans Tokaido, qui va se présenter sur ce plateau-là, qui va être une avancée de dés. En fait, on va placer des dés sur différents endroits à condition qu'on ait la possibilité de le faire pour déclencher les différentes actions. Il y a plusieurs actions en tout, et à la manière d'un Ruine perdue de Narak ou à la manière d'un Revive, vous avez une action principale qui est définie sur le plateau et plein de petites actions qui sont récapitulées sur une petite carte ici, qui sont des actions que vous pouvez faire, qui sont des actions libres en fait, que vous pouvez faire avant et ou après votre action principale. On a chacun ici 2 dés, parce que c'est une mise en place pour 2 et 3 joueurs. Et le tour est très très simple. Donc c'est un jeu qui va se dérouler en 3 rounds à 2 et 3 joueurs, 4 rounds si on est 4, et à 4 on n'a qu'un seul dé par joueur. Là on va être 3 joueurs, donc ça va se dérouler en 3 rounds, et en fait à chaque fois que tous les joueurs auront placé leur dé et auront fait un tour complet sur ce plateau-là, on va changer la mise en place ici. Et en fait il y a plusieurs plateaux, il y en a 2 plus le final 3, donc il y aura 3 rounds, je vais y arriver. Une fois à la fin des 3 rounds, celui qui a le plus de points l'emporte. Quand c'est mon tour de jeu, qu'est-ce que je fais? C'est tout simple. Je prends l'un de mes dés, donc forcément c'est le joueur bleu qui va commencer, puisque c'est le joueur le plus en retard qui joue toujours, comme Tokaido et Patchwork. Je suis joueur bleu, je suis premier à jouer, je vais pouvoir me placer où je veux, devant la piste ici, à chaque fois. Je me place absolument où je veux. Les numéros que vous avez là, ce sont les valeurs que vous devez avoir en bière, parce que forcément faire des actions, ça coûte de l'énergie, et évidemment que c'est un jeu sur les Vikings, et du coup forcément ils ont besoin de bière pour avoir de l'énergie. Et donc là pour l'instant j'ai 2 bières sur ce dé là, donc du coup je peux aller sur un maximum en fait d'une case qui me demande en fait 1 ou 2, mais sur les 3 je peux pas y aller encore, parce que j'ai pas suffisamment de bière dessus, ça pourra s'augmenter durant la partie. Je me place sur une action, mettons je me place ici, et je fais l'action indiquée. Alors les actions je vais pas trop rentrer dans le détail, mais là vous avez du commerce, là vous avez des raids, là vous avez des moyens de gagner des ressources, c'est celles qui sont indiquées ici, et là c'est un moyen de collecter entre guillemets, de se
Je sais plus le terme, c'est du ravitailler, je crois. quelque chose comme ça. D'accord. Ça peut par exemple permettre de s'améliorer aussi, les petites actions bleues. C'est une iconographie qu'on va retrouver sur tout le plateau. Donc là, on va plutôt se focaliser ici. L'iconographie des commerces, c'est ici, et ça, c'est l'iconographie pour les raids en rouge. On va avoir éventuellement des runes qui vont être de récupérer des points de victoire. Donc, je rappelle, on a une action qui est déterminée par le plateau qui est ici. Et ensuite, il y a une action qui est plusieurs actions qui sont libres, qui sont ici, notamment un moyen de faire de troc, des ressources pour des améliorations pour de l'or pour d'autres ressources, etc. Chose importante sur ce plateau-là, ça va être notamment le déplacement. Le déplacement va vous coûter des ressources, des provisions que l'on a chacun sur notre carve. Je pense que ça s'appelle un carve, d'où le nom carvi. Le carve que vous avez ici, il va pouvoir se déplacer. Donc c'est une action gratuite, je vais pouvoir tout simplement prendre mon bateau, moi je suis joueur bleu, je dépense une provision et je me déplace évidemment dans un secteur qui m'est autorisé. Donc là, sur cette zone-là, il y a 3 possibilités. Si je vais ici, ça me permettra de récupérer cette petite tuile qui m'indique que son coût va être entre 2 et 4. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est, mais je la prends, hop, je révèle, ok, son coût est bien de 2, j'ai eu un peu de chance, et ça me permettra de gagner 2 points de victoire en fin de partie et de débloquer une petite carte de commerce ici. Pour l'instant, cette tuile-là, je ne l'ai pas achetée, j'ai juste récupéré, je la mets ici. Et plus tard, lorsque je voudrais payer le coût en ressources, je pourrais le faire, mais c'est une action de commerce. Donc je renvoie ici à l'action de commerce, qui est tout simplement de payer le coût, de mettre ceci ici, et ainsi du coup débloquer les points de victoire, débloquer le bonus effectivement, mais je le fais grâce à une action de commerce. Donc là ici c'est 2 ou 3 par exemple, là ça peut être 1 moins cher. Le même système pour cette huile-là que vous récupérez, et lorsque vous pourrez payer le coût, vous allez la placer ici. L'intérêt de faire ça, c'est que vous allez développer un peu à la manière d'un board building, on va développer son plateau personnel qui représente entre autres nos troupes et notre carve. Ici, l'intérêt de faire ça avec le commerce, c'est que ça me permet justement de gagner des bonus lorsque je vais me ravitailler ici. Ça permet d'augmenter la valeur des dés. Ici en marron, on revoit le symbole qui est là. Et en fait, au début, c'est que plus 2. Mais quand j'ai débloqué ça, vous regardez directement en dessous, ça me débloque finalement un plus 3. Et lorsque j'aurai débloqué jusqu'à ce niveau-là, ça me fera plus 4. Et jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à plus 5. Ok. Plus je vais débloquer, plus je vais gagner ces petites maisons, voire des tours qui sont ici. Ces trucs-là, c'est une action que je peux faire quand je me déplace à un endroit qui peut accueillir des maisons ou alors qui peut accueillir des tours. Je ne sais plus où sont les tours, elles sont là. Premier arrivé, premier servi, donc plus de points de victoire. Et donc quand je me déplace à un endroit ici, j'ai la possibilité de faire une action de construction. Et donc du coup, je prends une de mes maisons. Au début, j'en ai qu'une. Et si je veux en débloquer, il va falloir que je augmente mon board building en fait. Je prends une petite maison, je me pose dessus, ça me fait 3 points. Ça aura d'autres impacts plus tard dans la partie, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on est sur un jeu expert. Et l'idée, c'est que vous ayez juste un peu une idée de qu'est-ce qu'on va faire durant son tour. Donc je rappelle, l'action principale est définie par le placement ici. Donc là, on fait des raids, donc ce que je vous expliquais avec les petits jetons rouges. Le commerce, justement, ça permet de placer une tuile que vous aurez récupérée au préalable. Ici, pour gagner des ressources si vous êtes en manque. Les trésors, j'ai perdu l'information ici, mais je la retrouverai plus tard et c'est pas un problème, c'est pas très important. Ici, les améliorations, c'est cool parce que c'est des améliorations qui vous permettent justement, ici, de pouvoir construire, si vous avez les conditions, et améliorer votre carve. Il y a 3 emplacements ici qui vous rapportent des points de victoire. Vous avez le derrière du bateau, le devant et puis la voile. Et donc par exemple, si je remplis les conditions, du coup là je sais tout de suite quel gain j'aurai. Si je remplis les conditions indiquées, hop, je construis cette voile là, je la mets ici, je marque les points qui sont là et j'ai ce bonus là immédiatement. Pareil pour ici, etc. Je rentre pas non plus dans les bonus, parce que sinon je vais prendre beaucoup trop de temps. Vous avez un système où vous allez gagner également... Ah, je les ai pas sortis, attendez, je vais les sortir. Ah, ils sont là. Voilà. On peut recruter également des guerriers. Donc au début, vos guerriers, ils sont là. En fait, quand vous les recrutez, vous les mettez dans votre petit bateau. D'accord. Et ça peut vous servir durant les raids. Parce que très sympa visuellement. Ouais. Ici, notamment, vous voyez, quand vous faites un raid, vous avez cette tuile-là. Vous savez qu'elle vous coûte 18 en force. Donc il faut que vous ayez cumulé 18 en force. Quand vous l'aurez fait, du coup, vous aurez gagné tout simplement cette tuile-là. Vous la positionnez ici, etc. Donc pareil, c'est pas très compliqué. Ça vous permet d'augmenter vos provisions sur le bateau. À chaque moment de revenus. Les revenus, c'est soit les provisions, soit la bière, en fait. Donc les vikings ils sont ici, parfois les vikings seront utilisés et donc du coup vont être aussi également blessés durant des combats, vous allez les retourner. Après s'ils doivent se reprendre une blessure, du coup ils disparaissent, donc il faut faire attention à ça. Et notamment ce qui est intéressant c'est que plus vous êtes fort, plus vous pourrez déloger des adversaires. Parce que des fois si je veux aller là mais qu'il y a déjà quelqu'un, soit du coup ça me coûte 1 de provision pour déloger la personne, soit du coup je vais le dire, non j'ai plus de force que toi en viking, donc du coup c'est toi qui dégages, je t'envoie ici. Donc du coup le joueur ne pourra pas profiter de gagner ça immédiatement parce qu'il ne s'est pas vraiment déplacé par sa propre volonté, il s'est juste légèreté ailleurs, ça peut vous bloquer, ça va créer un petit peu d'interaction entre les joueurs. J'ai pas trop parlé des cartes de commerce, mais pareil, c'est des cartes que vous récupérez qui vont vous octroyer des bonus
quand vous les utiliserez. Pareil ici pour les améliorations sur les casques ou sur le bateau. Ça, c'est aussi des cartes que vous récupérez durant la partie, mais là, j'effleure vraiment le jeu pour vous donner un peu une idée de ce qu'on va retrouver. Donc, Ça a l'air fourmillant. Ouais, ce que vous allez retrouver essentiellement, c'est donc une mécanique un peu à Tokaido Patchwork avec ce système où plus vous prenez le temps de faire les actions, plus vous allez pouvoir justement comboter, de dire bah tiens, je vais faire cette action-là, puis ça, comme c'est encore moi le dernier, je refais cette action-là. Donc vous allez pouvoir jouer 2, 3, 4 fois de suite si les joueurs sont pas trop gourmands. À partir trop loin, vous pouvez entre guillemets perdre des actions que les joueurs vous auraient laissées. Ici, vous avez un board building qui vous permet justement de développer un peu votre stratégie. Est-ce que vous partez comme un gros bourrin parce que vous êtes un gros barbare, ou est-ce que vous dites bah non, je vais un peu faire des deux, ou alors complètement commercer et être plutôt pacifique. Est-ce que vous allez profiter de la construction des bâtiments pour gagner des points de victoire également? Vous avez un décompte qui se fait durant la partie, et ensuite à la fin il y a également des runes que vous allez pouvoir débloquer pour essayer justement de marquer des points de victoire sous certaines contraintes. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de jouer. Moi je me suis beaucoup chauffé quand j'ai lu les règles. Ça m'avait l'air très très cool, c'est typiquement le genre de jeu que j'aime beaucoup, sur lequel il y a 3 plateaux différents, et sur lequel en fait tous ces plateaux-là restent imbriqués, et finalement l'iconographie, moi, me paraît suffisamment claire, et il faut juste après de temps en temps en jouant en disant ah oui, est-ce que tu peux me rappeler cette petite icône-là, parce que comme il y en a 18 et quelques, ça peut devenir un peu costaud pour le cerveau. Je te laisse la main Antoine. Et rebonjour, on se retrouve pour Mindbug, les nouvelles boîtes Mindbug. Oui, il y a 2 nouvelles boîtes. Ce ne sont pas vraiment des extensions vu que ce sont des boîtes autonomes, même si on va pouvoir mélanger tout ça. Tout est entièrement compatible. Donc Mindbug, petit jeu de duel à base de monstres. J'aime beaucoup moi, et je pense que c'est ce qui a plu beaucoup, parce qu'il y a peu de règles, il y a peu de texte sur les cartes, et pourtant il y a plein de choses à faire. Il y a toute une notion de bluff avec les Mindbugs qui sont hyper intéressantes. Donc les Mindbugs, c'est une espèce de créatures tentaculaires qui permettent de prendre possession 2 fois par partie d'une créature de l'adversaire et lui retourner contre lui. Que va-t-on trouver dans ces 2 nouvelles boîtes? On a Éternité Suprême qui va jouer essentiellement avec la défausse, donc il va y avoir des effets qui vont se déclencher suivant ce que vous avez dans votre défausse, et vous allez pouvoir renforcer des cartes, notamment en prenant certaines cartes de la défausse, et puis vous allez faire gagner en gros des caractéristiques à vos créatures. Vous allez les faire évoluer, créatures toutes plus monstrueuses et débiles les unes que les autres. Ça c'est un petit peu la marque de fabrique de chez Mindbug. Et donc il y a Évolution Suprême. On va trouver à nouveau 2 petites mécaniques dans cette boîte là, les mécaniques d'action, des cartes qui vont avoir donc des actions, et en fait à mon tour, plutôt que jouer une carte ou faire attaquer une carte, je vais activer l'action d'une carte qui est déjà en jeu. Il y a tout un tas d'effets qui vont en découler. Chaque créature aura sa petite action bien à elle. Et la possibilité de faire évoluer les créatures. Et là, en fait, ça veut dire quoi? C'est carrément, on va remplacer la créature par une autre qui est plus forte, un petit peu comme les Pokémon, par exemple. Okay. J'allais dire un petit peu comme les Yu-Gi-Oh! Je sais pas. Non, je sais pas comment ça marche, Yu-Gi-Oh! Mais Pokémon, c'est sûr. Il va y avoir un petit peu cet aspect Pokémon, ce qui est hyper plaisant parce qu'on a ces espèces de créatures comme ça, un petit peu difformes, un peu monstrueuses, et toujours plus cool les unes que les autres, même si on a des vraiment débiles. Une fois question, c'est pas des extensions, c'est des jeux de base. C'est pas si j'achète 2 boîtes de base, 2 boîtes, est-ce que je peux quand même jouer à 4? Ou genre, après c'est peut-être une question que je pose, mais on n'a pas la réponse en fait. C'est une excellente question. Je pense avoir la réponse, c'est que non, c'est vraiment un jeu qui est prévu pour le duel. Évidemment, dans ces jeux-là, il y a toujours moyen à la maison de faire des règles alternatives. Oui. Il y aura toujours quelqu'un sur Internet qui a créé un super PDF qui vous propose des règles de tournoi à 3, 4, 5, 6, 7 joueurs où on peut faire du 3 contre 3, que sais-je. Le jeu est vraiment pensé pour le duel, et notamment toute cette notion de bluff, on peut se voler les créatures l'un l'autre. Je pense qu'elle est vraiment beaucoup plus efficace quand on joue à 2. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est le point de vue d'Antoine, qui n'engage que moi. Voilà. Chaque boîte est indépendante, chaque boîte peut être totalement mélangée avec les autres. Ça va créer énormément de variété, même si la boîte de base, moi je trouvais qu'elle suffisait vraiment bien en elle-même. C'est quand même agréable de tomber sur des nouvelles créatures, de les découvrir. Ouais. C'est ce qu'on avait fait avec Alex quand j'avais reçu la boîte de base. On n'avait pas regardé les créatures, et puis quand on les avait dans notre main, on les découvrait. Il y a vraiment ce plaisir-là. Ouais. On va passer juste ici, hop, à Countries. Je te lègue ce micro, Alice. Coucou YouTube. Oui, j'ai pas fait mon entrée par en dessous parce que bon, vous m'avez vu par là-bas, tout ça, enfin un spoiler quoi. Moi je suis là pour Countries, le jeu. Voilà, le jeu. C'est un jeu de... Voilà. Ah si. En tout petit. Jeanne et Björn Feldman, graphisme Björn Feldman, c'est bien, et fabriqué en Turquie. Voilà, si vous vouliez le savoir. C'est 20 minutes de jeu de 2 à 12. Très accessible, hein, vraiment adaptable. 14 ans plus parce que c'est du jeu de culture générale. Okay. Bon, comme tout jeu de culture générale, si votre enfant ou vos proches jeunes sont des génies, bah ok, il n'y a pas de souci, rejoignez la table. Hein.
Pour ceux qui demandent, parce que j'ai vu ça en commentaire, voilà, 21 €. Ah oui, j'ai pas dit pour Kervi, tu sais, Kervi. 69,95. Ok. Et Mindbug, Mindbug. je crois que c'est 18, 28. 18, 20, 22 22. Je sais plus. On va le dire, regarder. attendez. Hop. Hop. 18. Pas mal. Pour une fois que c'est moi qui me souviens des chiffres. Bon voilà. Du coup, vous avez les prix des sorties de la semaine. Qu'est-ce que donc que Countries? C'est un timeline. C'est un timeline en fait sur la géographie. Timeline, c'est quoi? C'est ce jeu compétitif qui normalement est sur l'histoire de manière générale, où vous allez devoir classer différents événements du plus ancien au plus récent, on va dire. Et bien ici, vous allez classer des pays du plus petit au plus grand sur différents critères. Là, la manche en cours est sur la superficie, mais vous avez la longitude ouest-est avec le repère de Greenwich qui est vers Londres, la population, l'âge médian, le point culminant et la latitude nord-sud par rapport à l'équateur. Comment ça se passe? Eh ben, on va chacun avoir 7 cartes en main, exactement comme Timeline. Hop, 2 pays. Alors sachez qu'il y a tous les pays reconnus par l'ONU, sauf 50 qui, pour des problèmes parce qu'ils sont vraiment tout petits, qu'il y a des problèmes un peu de statistiques à trouver justes, etc. Mais en gros, vous avez à peu près tout ce qui existe référencé chez l'ONU. Vous en avez donc 7 en main. Le but est d'être la première personne à s'être débarrassée de toutes ces cartes. Comment ça se passe? Eh ben, en les plaçant correctement sur la frise. Au début, on va avoir une carte référence tirée au hasard. Et à mon tour, je vais pouvoir, eh bien ici on est sur la superficie, donc par rapport à ce que j'ai dans la main, je dirais que la Croatie est plus petite que la Thaïlande. En termes de superficie, ouais. En termes de superficie. Là, Alex, parce que tu joues avec moi, Alex, sache-le, tu peux accepter, ok, ou alors tu peux me contredire. On va dire que tu me contredis pas, Ouais. parce que ça paraît cohérent. Toi, tu vas essayer, du coup c'est à ton tour, de mettre une taille aussi. Tu penses que l'Algérie... C'est plus grand que la Croatie, mais plus petit que la Thaïlande. Voilà. Comme Timeline, vous pouvez vous intercaler. Ok. Moi, je te dis, non, je pense pas. Alors, en vrai, dans la vraie vie, je pense que oui, mais on va voir. Ouais. Donc, je te conteste. Je vais retourner l'Algérie. Je vais regarder, du coup, là, on est sur la superficie. Hein. Ici, vous voyez, c'est les réponses sur les autres critères. D'ailleurs, quand vous avez les cartes, ne les retournez pas. Il y a les infos Bien sûr. derrière, c'est un peu nul. Donc là, on est à 2 millions. Ouais. C'est ça, 2 381 741 km. Effectivement, la Croatie est beaucoup plus petite, mais voilà, l'Algérie est plus grande que la Thaïlande. Je me suis trompée, effectivement. Du coup, Alex qui m'a contredit, bah t'avais raison, moi j'avais tort. Ça fait que déjà, on enlève tout ce qui était en cours, voilà. Moi, je repioche 2 cartes, Ouais. donc je m'éloigne du but qui est de me vider de ma main. Et on change de critères, c'est comme ça qu'on change, parce que oui, on va peut-être pas jouer toute la partie avec la superficie, c'est quand même plus amusant de changer. Donc maintenant, on jouera avec la longitude ouest et est. Et on tire une nouvelle carte référence. Ok. Donc il y a de la culture G, mais il y a aussi du bluff, hein, très clairement. T'es sûr que l'Algérie, c'est plus au nord que, je sais pas, le Maroc. Ah, mais en vrai, c'est à peu près pareil. Enfin voilà, vous pouvez totalement bluffer. Essayez de mettre le doute au reste de la table pour que ce soit quelqu'un d'autre qui conteste. Comme ça, c'est pas vous qui prenez le risque de vous être trompé ou voilà. Et bah voilà, c'est une sorte de jeu de culture G et d'ambiance, parce qu'il y a cet aspect de bluff qui est cool, contrairement. Par rapport à Timeline qui là pas vraiment de bluff quoi. Voilà, c'était Countries, vraiment avec Antoine, on n'est pas un grand fan des jeux comme ça sur toute géographie, alors que j'ai fait fac d'histoire option géographie, hein, honte à moi. Mais voilà, en vrai ça marche super bien sur le coin du comptoir, avec des clients qui passent par là, voilà. Donc c'était Countries, passe derrière le comptoir. Et recoucou. Et recoucou. Le derrière le comptoir, on commence avec un retour en stock qui, ça fait je crois 1 an, je pense bien 1 an, qu'il était plus là, ce codex jeu d'enquête, l'ultime secret de Léonard de Vinci. Ça, on nous l'a beaucoup demandé. Quand Ouais, même. grave, cette grosse boîte qui est affreuse à mettre en rayon parce que vous voyez sur les tranches, C'est il n'y a rien écrit. C'est Voilà. catastrophique en termes de merch. C'est pas possible. Sur le dessus. Ah. Voilà. Moi j'ai trop peur maintenant, j'ai pris l'habitude que les clients me disent vous avez Codex, l'ultime secret, je vais dire non par réflexe, tellement je suis habitué à dire non. Ouais, voilà. Mais il est de retour, cette grosse boîte d'enquête hyper immersive dans le sens où vous ouvrez, vous avez des objets, mais des vrais, hein. Il y a ce qu'il faut. En dessous là. Il y a ce qu'il faut, il y a du matos. Il y a une info là.
pourra le mettre par là. Autant qu'on- Mais on peut pas, il est trop haut pour entrer dans une Oui, calaxe. il est obligé d'être sur une tranche. Et oui. Ouais, voilà. Je adresse petit mot à l'éditeur. Mettez les noms sur les tranches. Merci. Next. Petite nouveauté cette fois. Ok. Nouveauté des magnifiques cartes de poker Tortue Ninja. Voilà. Indispensable. Indispensable. Elles sont extrêmement stylées. Elles Voilà. sont vraiment, vraiment stylées. Très en vrai. très stylées. David s'en est déjà pris, parce que voilà, c'était normal. Forcément. Nouveauté Pokémon avec en plus des triple boosters. Alors, Motorizard, c'est un des derniers et c'est lui qui me... voilà, désolé, hein, mais bon. Alors que lui, là. Voilà, lui on le connaît, Mélofée. Lui c'est quand même un Pokémon qui se transforme en moto et après tu montes dessus. Hein. Moi je peux pas. Hein. Mélo tout court, je connaissais pas. Moi. Mais Mélofée c'est son évolution, D'accord. Non. Ah oui, c'est son évolution, t'as raison. Ok. je crois. Hein. Ouais. Bah, Je suis à la après, ramasse sur c'est- Pokémon. Non mais c'était il y a très longtemps, donc là c'est vraiment de mémoire. Hein. Bon, tripack, comme d'hab, les petits boosters, comme d'hab, et donc c'est la saison force temporelle. Ok. Hop là, ensuite. Un petit peu d'actu JDR. On a reçu Jeu de rôle magazine le dernier. Hop là, le hiver 2024. Ok. Et le été 2023. On l'avait peut-être déjà en stock avant celui-ci, je ne sais plus, j'ai du mal à suivre. Bref, j'ai restocké ce qui était restockable, c'est cool parce que dedans, il y a des scénarios, notamment dans celui-ci, il y a un scénario pour l'héritier que tu joueras peut-être, Alice, chanceuse que tu es. J'y jouerai, c'est sûr. Ça, on l'a reçu il y a 2 semaines, c'était juste pas passé dans la vidéo. C'est une campagne pour l'appel de Cthulhu Pulp, donc c'est la version où, au lieu de se faire bisuter par les grands anciens, on s'équipe de nos flingues, de nos épées, de nos fouets à la Indiana Jones et on va aller tataner le grand ancien, voilà, en mode un petit peu aventure plus que horreur, bien que l'horreur soit toujours plaisante. Et le dernier, c'est Neverland, c'est un cadre de... Alors un cadre de campagne, ils disent un cadre de jeu, oui un cadre de jeu c'est parfait, puisqu'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plutôt une sorte de bac à sable qu'on va vous fournir pour jouer à Neverland, donc... Hop là, je fais appel aux connaissances de Alice, puisque c'est une de tes histoires préférées, Peter Pan, c'est Oui. un de tes univers préférés. Oui. Et en gros, c'est du Peter Pan dans Donjons et Dragons, la 5e édition. Voilà. Donc, il y a les personnages connus, pas connus. J'ai lu tout le lore de ce livre, donc je ne sais pas ce que j'ai le droit de vous révéler. Je pense pas grand-chose. Voilà. Ça se passe après Wendy, John et Michael. Bien Voilà. après, a priori. Bien après. Enfin, bien que le temps soit totalement relatif au pays imaginaire. Mais voilà, vous allez y retrouver Clochette, la reine Mab de la reine des fées. Voilà, je ne cite que des personnages canons, ok? Je ne cite pas ce qui est créé là-dedans. Il y a Crochet, bien évidemment. Il y a Mouche, qui lui est plutôt une adaptation Disney, qui a été beaucoup reprise, alors que dans l'œuvre originale, il n'est pas du tout aussi gentil, Monsieur Mouche. Il Quand s'appelle vous Smee. dites qu'elle est pointue, elle est pointue. Il s'appelle Smee, et c'est un gros psychopathe. Mais bon, Mouche de Disney est cool, donc je l'accepte. Je l'accepte. D'après ce qu'on a vu, il y a des gros psychopathes là-dedans aussi. Hein. Oui, oui, non, vraiment très très cool. Hein. En vrai, à part Mouche, le reste est vraiment très intéressant. Ils ont amené des évolutions puisque ça se passe après. Et souvent, je suis genre, ouh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait après? Trop bien, des trucs hardcore. Hein. Là, c'est plus fidèle au livre, c'est-à-dire c'est plus sombre. Voilà. Ça a l'air bien sombre. Des morts, de la torture, voilà. C'est un pays de l'imaginaire. C'est hyper original comme setup pour du Donjon et Dragon. Bref, la proposition est un peu hors norme, mais la proposition est là. Je crois qu'on arrive au bout de la vidéo. Oui. À part qu'il y a un focus sur... Middle Ages. Et coucou YouTube. Hello, bonjour. Bienvenue dans ce focus sur Middle Ages de Marc-André et magnifiquement illustré par Claire Conan, édité par les Studios H, qui sera distribué par Gigamic d'ailleurs. Merci à Gigamic et merci à Logan de nous avoir passé cette boîte pour vous l'expliquer. Des gens vont tout de suite dire, et on vous le dit, effectivement, c'est la réédition de Majesty. C'est une réédition, et plus que ça, c'est une refonte de Majesty. Voilà, quand on va vous l'expliquer, vous allez dire, oh là là, ça fait penser à Majesty, c'est normal. Voilà, ça c'est dit. Ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour 30 minutes de jeu. Voilà, vous allez construire votre petit royaume avec vos magnifiques pions de petits chevaux, chevaliers, dames, ladies et autres nobles. Et je vais laisser la main à Antoine, je serai Samantha l'assistante dans cette vidéo. Ok, on va donc vous expliquer rapidement comment est-ce que ça fonctionne. À chaque partie, nous allons jouer 4 manches. Au terme desquels on va compter les points. Les points, c'est l'argent, ce sont ces petites piécettes et diamants sonnants et trébuchants. À chaque manche, on va créer comme ça un petit carré de 4 sur 4 de petites tuiles.
qu'on va aller réserver avec nos personnages, nos chevaliers comme ceci, pour les placer sur notre plateau individuel comme ceci. Hop, on va les placer aux bons endroits. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il y a une première personne, on va dire par exemple, on est censé être de quelle couleur? Vert, hop, qui va se poser sur la première ligne. Admettons, cette personne décide de se poser, on va dire, ici. Et puis les autres vont se poser sur les emplacements restants. Il y a une tuile qui est défaussée. Et puis ensuite, on va donc récupérer notre tuile et on va directement se poser sur la ligne suivante. On va récupérer dans ce sens, donc cette personne va récupérer cette tuile. Comme elle a pris la tuile la moins intéressante, on va revenir dessus après, mais il y a un ordre de priorité sur les tuiles qui est plutôt un ordre d'intérêt. À la King Domino. À la King Domino, très clairement, tout à fait. Cette personne va donc pouvoir choisir son emplacement en premier, et ainsi de suite. Là, c'est à nous, on est servi en dernier parce qu'on a pris la tuile qui est supposée être la plus intéressante. Ce qui est vrai, hein. Elle est plutôt pas mal. Tu nous l'as bien fait payer, ce genre de tuile, Alice. Ici, c'est une garnison. Eh bien, on va regarder où est-ce qu'elle peut mettre cette garnison. Eh bien, on ne peut pas se tromper, hein. Il y a le symbole de garnison ici, sur notre plateau, le symbole de garnison ici. Et tel un petit puzzle, ça vient s'assembler ici. On voit que si j'essaie de le mettre n'importe où, ça ne va pas. C'était fort en puzzle, hein. Je suis très fort en puzzle. Hop là, on va tout de suite déclencher deux effets. Il va y avoir un effet qui est lié au type de bâtiment. Ici, comme c'est une garnison militaire, on va pouvoir aller attaquer les autres joueurs. Alors les joueurs qui ont moins de tours de garde que nous avons de garnison, ça fait sens, hein, ils ont une défense inférieure à notre attaque, et on va aller leur voler des pièces, donc des points de victoire bruts. C'est très agaçant. Il y a un joueur qui se gave de points de victoire, tandis que les autres en perdent. Ça peut créer des gros écarts. N'est-ce pas? Et en plus, on détruit le bâtiment le plus à gauche, comme ceci, chez chacun des autres joueurs. Ça, c'était l'effet. On a dit il y a un effet et il y a une phase de revenu. La phase de revenu, elle est juste en dessous. Et donc là, on nous dit qu'on va gagner 2 pièces par symbole de garnison et par symbole de petite maison verte. J'ai pas le vrai nom du bâtiment, donc ce sera la petite maison verte. De la prairie. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne les avais pas comptés jusqu'ici, 8 bâtiments différents qui ont chacune leur stratégie. On va pouvoir choisir d'optimiser certains types de bâtiments. On a joué la semaine dernière avec Alice qui était à fond dans les garnisons. Et la défense. C'était pas évident. Et la défense, au cas où on voudrait contre-attaquer quand même. Voilà, j'allais taper, après j'allais me planquer. Moi je faisais travailler les petits paysans, donc beaucoup de moulins, beaucoup de champs. Que je vais brûler du coup. Des petites maisons vertes, parce que les maisons vertes ça fait quoi? Ça reconstruit, donc j'imagine que c'est des sortes de chantiers. Et donc je passais mon temps à reconstruire ce qu'Alice venait casser chez moi. Le but étant de reconstruire plus vite que ce que les voisins viennent brûler. J'aurais pu prendre de la défense pour me protéger de tout ça. Je n'en ai pas eu l'occasion parce que vous m'avez bloqué là ici sur le choix des tuiles. Il va y avoir ici le marché qui va essentiellement faire fructifier tout le reste. Alors le marché et les champs sont intéressants parce qu'ils vous font gagner des pièces selon certains critères. Donc ce sont des petits icônes, on a des icônes de villageois, on a des icônes de trésors, et ce sont des icônes qu'on va retrouver sur les tuiles. Donc par exemple ici, on nous dit que l'effet c'est de récupérer une pièce par trésor, et on voit par exemple ici que ce moulin il offre 2 trésors, ce moulin un trésor, ce champ 2 trésors, etc. Il y a des tuiles qui vont offrir des citoyens, et donc voilà, on va pouvoir un petit peu comboter comme ceci. Et le marché c'est très intéressant parce que le pouvoir c'est de faire des pièces, et ensuite il y a la phase de revenu qui est de refaire des pièces, donc ça peut vraiment exploser. On va avoir l'église qui va vous permettre de vous spécialiser, et donc vous allez choisir un bâtiment, et désormais ce type de bâtiment vous rapportera plus de revenus. Et pour terminer, on va avoir la royauté, le palais, et le palais va me permettre de me spécialiser également, mais en rajoutant un symbole de bâtiment sous un autre bâtiment. Ça signifie que par exemple je peux choisir de mettre le symbole de champ non, il y est déjà, on n'a pas le droit de faire quand c'est déjà. Le symbole de garnison sous ma tour, ça c'est une stratégie qui aurait été intéressante pour toi, Alice. C'est stylé. Et désormais, à chaque fois que je vais construire une tour, je vais gagner des pièces par tour, par champ, mais aussi par garnison que j'ai déjà construit. Et ça peut être intéressant, ça peut être vraiment exponentiel quand on y met les moyens. Donc on peut faire énormément de pièces dans ce jeu. C'est pour ça qu'il y a énormément de monnaie, donc il y a des gros diamants de 50 comme ça. On va faire les 4 lignes comme ceci. À chaque fois, on va retirer des petites tuiles qu'on va replacer, et donc là il y a ce fameux ordre de priorité qui va devoir être pris en compte. Ici j'ai tiré un 3, 11, 12, 19, je les mets par ordre croissant et ensuite on les retourne, tac, et c'est ainsi qu'on crée l'ordre de priorité et d'intérêt. Et surtout à chaque fin de manche, quand on aura vidé comme ceci le carré, enfin quand on sera arrivé tout en bas du moins, on va activer l'un des événements. 4 manches, 4 événements. Ces événements ils sont visibles en début de partie. Vous allez donc pouvoir les anticiper, vous allez donc pouvoir
orienter votre stratégie selon ces événements. Moi, je trouve que ces événements, c'est pas grand chose et ça apporte pas mal de rejouabilité et surtout le fait de pouvoir anticiper ça, c'est vraiment intéressant. Et il y en a plusieurs, d'une partie sur l'autre, vous n'aurez pas les mêmes événements et pas dans le même ordre. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails, c'est pas du tout le but de ces focus, mais vous avez un bel aperçu de ce Middle Ages. Moi j'aime bien. As-tu quelque chose à rajouter? Oui, les petits chevaux, voilà. Le matériel, le matériel. Ça fait penser à Oltré, qui est aussi de Studio H. Oui. Et voilà. Je ne pense pas. Voilà, voilà. Et trop cool parce que ils ont fait 2 ladies sur des chevaux. Elles sont stylées. Tout à fait. Les autres, c'est 2 gentilshommes, des damoiseaux. Des damoiseaux. Et un petit vieux. Voilà, la représentativité. Voilà. Un véritable plaisir de pouvoir retrouver les sensations de Majesty. Moi, Majesty, quand c'est sorti, c'était quoi, il y a 6-7 ans déjà? Vraiment, j'ai adoré de le retrouver modernisé comme ceci, avec un super matériel, des petites transformations de règles qui sont bienvenues. Et ça sort donc très prochainement. Est-ce que nous avons une date à donner dans cette vidéo? Moi, non. J'ai oublié de checker, c'est fin avril normalement. Bah, si on trouve l'info d'ici là, on vous la marque par ici. Normalement, c'est fin avril. On arrive à la fin de ce focus. On vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.